Un anniversaire de plus, mais pas n'importe lequel, la quarantaine. Le bel âge, Nantes se porte bien. Le club traverse les décennies avec entrain. Depuis 1963, le jaune est à la mode. Son jeu est même devenu un modèle du genre. L'expression d'une pensée, d'une vision, le tout basé sur la formation. Toujours en première division aujourd'hui, Nantes n'en finit plus de grandir, la filiation semble assurée. Cette histoire dorée s'écrit au présent, retour vers un futur radieux et plein feu sur ce passé fameux. Le samedi 1er juin 1963 est une date historique. Après avoir végété 20 ans en deuxième division, Nantes est tout près de son Everest. Pour cela, il lui faut battre Sochaux, également candidat à la montée. Après un premier but refusé, Nantes, sur ce centre, obtient un pénalty. Jean Guillot s'avance, le transforme, 1-0. Dans ce stade Malakoff, l'ambiance est indescriptible. L'avant-dernière journée du championnat peut être décisive, et elle le sera. Nantes pousse, et sur ce centre de son Argentin Rafael Santos, Sadek Boukalfa libère les 18 000 supporters, 2-0. Nantes est enfin en première division. Pour Nantes, ça a été quelque chose de merveilleux, mais qui me dépassait, le succès que ça a eu, ce qui fait que depuis toujours, la montée à Nantes, c'est un souvenir impérissable. Mais pas pour moi. Moi, je trouvais ça tout à fait normal. Parce que c'était un cheminement depuis mon arrivée dans le club. 2 ans après la montée en première division, Nantes veut réussir son pari fou, être sacré champion de France. Ce 30 mai 1965, 20 000 supporters sont amassés dans le stade Marcel Sopin. Il règne une ambiance de fête, une ambiance de titre. Adeptes du beau jeu, les Nantais sont aussi efficaces. Et au bout de 9 minutes seulement, le meilleur buteur du championnat, Jackie Simon, inscrit son 24e but, 1-0. Monaco est dépassé et 5 minutes plus tard, Ramon Muller double la mise. Le gardien azuréen Hernandez est battu, 2-0. Monaco reviendra bien au score, mais finalement, Nantes sera champion. Victoire 2-1. Son entraîneur José Arribas s'est porté en triomphe. Une belle victoire pour cet homme arrivé il y a 5 ans seulement. Tout le monde en parlait. C'était l'euphorie générale parmi les sportifs nantais. Et je me rappelle qu'on a été reçus tout de suite après le match, me semble-t-il, sur les balcons de Presse Océan. Et après, la mairie de Nantes avait organisé une réception à l'hôtel de ville. On a été champion parce qu'on avait un jeu irrésistible et on était bien plus nombreux que les autres. Mais on n'avait vraiment pas de grands joueurs médiatiques tels qu'ils sont aujourd'hui. Maintenant, on peut en citer, Moi, le premier. Non, là, je plaisante. Non, mais c'est ça, quoi. C'était comme... c'est des phrases toutes faites, mais la vedette, c'était l'équipe. Et ça, c'était le grand secret de José quand même. De faire comprendre aux gens que la vedette, c'est l'équipe. Mais on était moins sollicités qu'aujourd'hui. Quelques jours après une défaite en finale de Coupe de France face à Strasbourg 1-0, Marcel Sopin accueille ses joueurs, déjà champions de France, pour le dernier match à Nantes de la saison. Cette équipe écrase le championnat, invaincue lors des 13 premières journées. Elle termine finalement avec 7 points d'avance sur Bordeaux. Philippe Gondet en est la vedette. Le public scande son slogan favori, « Gondet, ton but !» Aussitôt dit, aussitôt fait, il en marquera 36, un record. Nantes et Arribas, philosophes d'un jeu offensif et très technique, imposent leur football. Ce 28 mai 1966, ils battent Monaco 2-1, deuxième titre de suite, une consécration.
crois que parler d'explosion, c'est peut-être pas un terme très bien choisi. Parce que, en réalité, le Football Club de Nantes a commencé à être bon déjà la saison, sa dernière saison en seconde division. Mes souvenirs sont bons. Et à partir du mois de novembre cette année, le Football Club de Nantes a été la meilleure équipe avec Bordeaux. José Arribas, c'est l'inventeur du jeu à la nantaise. Arrivé en 1960, après l'envoi d'une lettre de candidature, le Basque révolutionne le club. Son football devient une affaire d'intelligence, son style, une référence. M. Clairefeuille m'a demandé « Est-ce que vous connaissez José Arribas ?» Je dis « Bien sûr, je le connais bien. On a fait notre stage d'entraîneur ensemble. On faisait équipe dans la même chambre. » Je lui ai dit que j'ai pu lui donner que de bons renseignements sur José, que j'avais côtoyé pendant toute la durée de notre stage, mais que je connaissais déjà avant, puisque lorsque nous avons joué en deuxième division contre l'US du Mans, où il jouait, à Malakoff, un jour, tous les deux, on a sauté pour prendre une balle de la tête. J'ai sauté un peu plus haut que lui, je lui ai mis un coup de tête et il était KO par terre. Il avait le visage en sang. José Arribas, quand il les avait arrivés, il connaissait rien du tout, vous savez. Il s'est formé, lui aussi. La méthode Arribas, elle n'est pas devenue d'un seul coup. Hein. Ça a évolué, ça a évolué, ça a évolué. Et puis en quelques années, il s'est vraiment devenu un grand entraîneur. Mais quand il est arrivé, c'était un débutant. J'ai beaucoup de respect pour ce monsieur. C'est lui qui est venu me chercher déjà. J'étais pas très loin, mais il m'a convaincu. Et bon, j'ai gardé... C'est un petit peu mon papa adoptif. Alors, bon, j'ai trouvé un deuxième père par rapport au football. Après 2 titres de champion, l'équipe d'Arribas termine tout de même à la 2e place du championnat en 1967. 2e derrière Saint-Étienne, un adversaire à prendre au sérieux. Monté la même année que les Canaries en 1963, les Verts sont champions 4 années d'affilée. Au FC Nantes, José Arribas continue d'innover, d'inventer. La création d'un centre de formation est dans l'air du temps. En 1970, le club devient l'un des précurseurs en la matière. Le club avait acheté une maison et puis là, on a commencé à mettre des jeunes là avec une dame qui leur faisait à manger, tout ce qui s'ensuit. Auparavant, ils étaient dispersés. Auparavant, ça existait quand même, plus ou moins, mais c'était pas quand même comme ça. Ils étaient dispersés à droite, à gauche. Mais là, c'est la première fois, c'était là qu'on a commencé. Alors on allait, bien entendu, on s'entraînait. Je ne me souviens pas si c'était encore à Procès ou c'était au Bassland. Et on allait les chercher avec Jean-Claude. On allait les chercher le matin en voiture. Alors on allait les chercher, on les ramenait à midi. Si il y avait entraînement l'après-midi, on allait les chercher. Et voilà, c'est comme ça qu'a débuté, pour ainsi dire, le centre de formation. En 70, moi j'étais déjà avec Zaïta à la formation. Mais ça ne s'appelait pas la formation, ça s'appelait l'apprentissage. C'était l'apprentissage. Alors c'était moins bien structuré que ça peut l'être aujourd'hui, véritablement beaucoup moins bien, parce que, déjà dans le solide, on n'avait pratiquement pas grand-chose. Dans l'organisation, c'était pas non plus comme ça peut l'être aujourd'hui. Diplôme, on n'en avait pas, mais on sentait bien les choses. Arrivé à Nantes en 1966, le jeune méridional Henri Michel ne va pas tarder à s'imposer. Il devient rapidement l'un des patrons de l'équipe nantaise. En 1970, les Jaunes s'inclinent à Colombes en finale de la Coupe de France face aux Verts, 5-0. Michel est alors un joueur charismatique, talentueux, mais toujours sans trophée. Un manque à gagner vite oublié. Une nouvelle génération est née. Michel fait le lien entre les jeunes et les anciens. Un vrai capitaine. Je ne sais pas si on a perdu 3 matchs d'affilée, et je crois que ça c'est important. Chaque fois qu'on a eu un petit passage à vide, le dimanche après on a récupéré. Et sur l'ensemble de la saison, je crois que c'est nous qui avons été les plus réguliers. Ce 2 juin 1973, Nantes pense au doublé Coupe Championnat.
À Marcel Sopin, il s'impose 1-0 face à Bastia et renoue avec un titre de champion de France. Nice termine deuxième à 5 points tout de même. Le renfort durant l'hiver d'Hugo Bargas, l'Argentin, s'avère déterminant. Son compatriote et capitaine de la sélection Ángel Marcos est l'un des hommes clés de cette équipe, à quelques jours d'une 3e finale de Coupe de France. À cette époque-là, Nantes souhaitait gagner la Coupe parce que c'était la chose qui manquait. Et je me souviens que je répétais tout le temps que la valeur d'une équipe elle est plus importante quand il s'agit de championnat, puisque un championnat, ce n'est pas un exploit ni la réussite, c'est 35 ou 40 journées où il faut être bon. Donc cette année de titre, c'était la grande année pour moi, puisqu'on était champion, et l'année de tous mes regrets, puisque j'ai eu une blessure quand même extrêmement sérieuse qui a handicapé la suite de ma carrière. Au milieu des années 70, la formation nantaise se met en valeur avec l'éclosion de joueurs tous plus forts les uns que les autres. Ils s'appellent Baroncelli, Rampillon, Amis, Rio, ou encore Bossis, Pécou, Bertrand Demanne. Ils sont à la croisée des chemins de joueurs en fin de parcours à Nantes, tels que Pêche, Gardon, Demichel ou encore Blanchet. Leur point commun, un manque de réussite au niveau européen, un vrai regret pour Arribas. En réalité, jusqu'à présent, nous n'avons pas tellement fait nos preuves dans le domaine international. C'est une des choses qui nous reste à prouver. Je souhaite qu'on ait des contacts internationaux, tout au moins pour nous juger nous-mêmes, mais de là à se poser un adversaire dangereux pour tout le monde, je crois qu'il y a une limite qu'il ne faut pas franchir tout de suite. José Arribas parti, il est remplacé par Jean Vincent, ancien entraîneur de Bastia et Lorient. Très rapidement, son équipe domine le championnat. Nantes retourne même les situations les plus compromises. À la mi-octobre, au stade Marcel Sopin, le Paris Saint-Germain, maître du jeu, mène à la stupéfaction générale 3-0. Il reste 28 minutes de jeu. La machine à gagner se met alors en marche. Rampillon par 2 fois et Loïc Amis permettent au FC Nantes d'arracher un match nul, 3-3. Une soirée inoubliable pour ces joueurs, invaincus à domicile toute la saison et ne concédant au total que 3 résultats nuls sur leur terrain. C'était énorme, on perdait 3-0, on était en difficulté et puis au fur et à mesure on s'est arraché, on a réussi à revenir au résultat et sur la fin on a réussi à égaliser. Je veux dire, ça t'emmène des choses fortes à travers un résultat et puis quand c'est comme ça, le public et tout, c'est riche. En arrivant au FC Nantes, Jean Vincent met sur le banc des joueurs achetés à prix d'or, Triantafilos et Gadocha. Il fait confiance à cette nouvelle génération formée par Jean-Claude Suodo avec aux avant-postes Amis, Pécou, Baroncelli. Nantes joue l'attaque à outrance, 52 buts inscrits à domicile cette saison-là et de véritables démonstrations collectives. Ce 8 mai 1977 en fait partie. Les Niçois, aux portes de l'Europe, reçoivent une véritable leçon de football. 3 buts par mi-temps, score final 6-1 et un tourbillon de plaisir. Grand classique des années 70, ce Nantes-Saint-Étienne revêt une importance supplémentaire pour les Canaries, proche d'un nouveau titre de champion de France. Et ça commence bien. Après un quart d'heure de jeu, Nantes marque sur pénalty et en l'absence d'Hugo Bargas blessé, Rio inscrit le premier but. Le triple champion de France en titre, Saint-Étienne, est une nouvelle fois en difficulté à Sopin. 13 ans sans victoire et leurs minces espoirs s'envolent sur ce but de Baroncelli. À 3 journées de la fin, Nantes est sacré champion ce 1er juin 1977. La fête est totale sur ce 3e but de Sanuel. L'équipe de Jean Vincent termine avec 9 points d'avance, une vraie promenade de santé. Il
Philippe Gondé, tout ça, c'était bien et tout, mais là, c'était vraiment une équipe de jeunes, bien encadrés, et ils ne calculaient pas, quoi. Ils rentraient sur le terrain, ils étaient sûrs d'eux. Ouais. Baroncelli, Pécou Amis, Oscar Muller, Chanoun, Rampillon. Mais Rampillon, c'est un numéro 10 assez exceptionnel, ça. D'ailleurs, c'est simple, l'équipe que j'avais à l'époque, il y avait 11 internationaux et les remplaçants étaient internationaux aussi. Arrivé en 1976 au FC Nantes, Jean Vincent se voit confier par le président Louis Fontenot la mission suivante, remporter enfin une Coupe de France après 3 échecs en finale. Dur. Et le 16 juin 1979, au Parc des Princes, les Nantais affrontent une équipe d'Auxerre en 2e division, des semi-professionnels. Dès le premier quart d'heure, les jaunes se rassurent, but de Pécou, le plus dur est fait, semble-t-il. Mais sur ce centre, Serge Maisonnès, à l'époque journaliste, reprend ce ballon de la tête, il égalise. La peur s'empare des joueurs de Jean Vincent, ils sont paralysés, 1-1 à la fin du temps réglementaire. Après quelques frayeurs, les Nantais s'imposent lors de la prolongation. 4-1, triplé de Pécou et énorme soulagement. Le capitaine, Henri Michel, peut aller chercher sa Coupe de France. Après 2 échecs personnels en finale, la malédiction est tombée. On a plutôt fait ça avec la bande de jeunes pour un mec qui s'appelait Henri Michel et qui n'arrêtait pas de courir après des trophées, qui n'en avait pas eu beaucoup et qui nous disait mais vous arrivez, vous avez 20 ans, vous avez encore rien fait, vous avez la tête qui enfle et nous on a ramé toutes ces années-là. Donc on avait surtout un super groupe. Le capitaine, le papa aussi, c'était Henri Michel et il y avait une bande de jeunes, moyenne d'âge, je crois qu'on avait quand même que 19 ou 20 ans quand on est la première année où on est champion de France. Donc ça, ces moments-là, c'est des moments forts. C'est nos 20 ans. En connaissant le haut du pavé dans le football, on jouait en Coupe d'Europe. On n'allait pas très loin d'ailleurs à cette époque-là. Le football français n'était pas dans les meilleurs. Donc on allait chez les Espagnols, les Italiens, on partait au premier tour. Mais ça fait rien, ça a été quand même sans doute mes plus belles années de football. À quelques jours du quart de finale de Coupe des Coupes contre le Dynamo Moscou, les Nantais accueillent leur rival de toujours, Saint-Étienne. Après un mauvais début de championnat, ils comptaient au soir de la 10e journée 6 points de retard sur les Verts. L'occasion est belle donc, en ce 24 février 1980, de prendre l'avantage au classement. Grâce à ce fantastique coup franc d'Henri Michel, ils mènent 1-0. Les 24 000 supporters du stade Marcel Sopin donnent de la voix et les joueurs reprennent en chœur. En deuxième période, Éric Pécou scelle le score, 2-0. Saint-Étienne ne gagne plus à Nantes depuis 1964, une éternité. Respecter, et j'ajouterais quand même un petit quelque chose, c'est que pour notre part, nous sommes allés gagner 2 ou 3 fois Saint-Étienne et le bilan est toujours positif pour nous. Cette année 1980 semble être la bonne. Nantes réalise un grand parcours européen et atteint les demi-finales face au Valence de Di Stefano. Dès les premières minutes du match, les joueurs de Jean Vincent donnent le ton, virevoltant, éclatant et parfois époustouflant. L'Espagnol Arias en perd son latin, il marque contre son camp. En deuxième période, ce diable de Kempes égalise. Les Nantais dominent, promènent leurs adversaires, mais manquent de réussite. Il mérite tout de même de s'imposer et sur un travail extraordinaire de Bossis, côté droit. Pécou marque de la tête. Victoire 2-1. Le score est flatteur pour Valence. À Nantes, un match exceptionnel, avec beaucoup d'occasions de but. On rencontrait pourtant Valence, qui n'était pas la première équipe, avec des joueurs comme Kempes, comme René Bonhoff, l'Allemand. Et c'est vrai que quand on est allé là-bas, on avait une marge insuffisante pour gagner. On a pris 4-0 là-bas. Il faut dire aussi que la veille du match retour, on a pris le décès d'Omar Sanoun, qui était un ami de tous les Nantais, qui à l'époque était à Bordeaux. Et ça nous avait quand même, on avait quand même souffert de ce décès. Quelques heures avant le match retour, Omar Sanoun décède. Les Nantais, au stade Mestalla, dominent une nouvelle fois les Espagnols.
Ils s'inclinent cependant 4-0. C'est la fin d'un rêve. Quelques jours après leur élimination et en hommage à leur ancien coéquipier, ils disputent un match de très haut niveau contre Lyon. Oscar Müller, le fils de Ramon, ouvre le score 1-0 dès les premières secondes du match. Les Nantais ont comme dernier objectif le titre de champion de France. Combatifs et déterminés, ils bousculent les Lyonnais. Un ballon récupéré au milieu de terrain. Amis s'enfuit côté gauche. Et le défenseur Tussaud marque un but somptueux. En fin de match, un autre défenseur se signale, Maxime Bossis, très proche de Sanoun. Ils sont arrivés le même jour au club. Le Grand Max fait un festival 1-2 avec Touré et Nantes l'emporte 3-0. La messe est dite. Deuxième du championnat ces 2 dernières années, Nantes reçoit l'un de ses principaux rivaux pour le titre, Sochaux, à 1 point seulement. Et ce 6 mai 1980, dès le début du match, les Canaris marquent grâce à Bruno Baronquet. Les Sochaliens, qui sont la bonne surprise de ce championnat avec des joueurs tels que Rust, Revelli, Gengini et Djadaoui, reviennent au score grâce au jeune Anziani. Nantes domine et sur une belle combinaison reprend l'avantage pour ne plus le lâcher, 2-1. En deuxième période, Baronquet réalisera le doublé, victoire finale 3-2. C'est le 5e titre du club, acquis dans la douleur. L'équipe s'est mise aussi progressivement à être une grande équipe française, une des grandes équipes françaises qui a su maintenir un rythme de croisière intéressante, malheureusement qui n'a pas toujours été au bout de ses idées, aussi bien en championnat car on a souvent terminé 2e, on a terminé souvent dans les 5 premiers, donc il démontre quand même une régularité d'un club et puis de la valeur de cette équipe. Puis malheureusement on n'a pas bien su s'exprimer en Coupe d'Europe. Après une année de transition, Vahid Halilhodžić se fond dans le collectif nantais. Même si le buteur est par nature individualiste, le Bosniaque est un avant-centre hors pair. Cette saison est celle de tous les exploits. Halilhodžić redonne au club un titre de meilleur buteur du championnat. 27 buts inscrits. Nantes n'avait plus été à pareille fête depuis 1966 et les 36 buts de Philippe Gondet. I love to see you walk up and down the floor when you're talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. That on my feet. How. Whoa. Formés la plupart par Coco Ciodo, ces joueurs se connaissent par cœur. Dans ce vestiaire, une impression de bien-être, de légèreté, de confiance. Sûrs de leur force, ils appliquent parfaitement les consignes de leur mentor. Personne ne leur résiste et à quelques minutes d'un nouveau titre de champion, ils ont cette sensation du travail bien fait. Sur le terrain, les Nantais donnent leur pleine mesure. Le 13 mai 1983, ils corrigent Saint-Étienne, 4-2. Le beau jeu est au rendez-vous sans oublier la rigueur nécessaire. Meilleure défense mais aussi meilleure attaque du championnat. Les Bordelais sont à 10 points au classement. Les Verts finissent 14e à 24 points, un gouffre. Pour une première saison d'entraîneur, c'est une première saison triomphale. Ciodo est un homme comblé. On a fini avec 10 ou 12 points d'avance, je crois. J'arrivais du mondial d'Espagne. Moi, j'avais opté pour regarder le Brésil. Je n'avais encore pas entraîné les pros. Et on a joué à la brésilienne. Oh, quelle équipe!
Mais quel jeu on a eu. Et véritablement, ça a été super. Irrésistible. Vraiment. Donc individuellement et collectivement, c'était pas loin de la perfection, celle-là. Gagnée 4 ans plus tôt, cette coupe n'est plus une obsession pour les Nantais. Grand favori de cette finale, ils visent le doublé. En face, les Parisiens jouent à domicile au Parc des Princes et ils marquent d'entrée de jeu sur cette frappe de loin. Le PSG est une équipe solide, expérimentée, 3e du dernier championnat. Nantes réagit et de quelle manière? Accélération fulgurante de Bruno Barankelli. Il trompe Baratelli, un partout. Ce match, c'est aussi l'opposition de deux génies, Safet Suzik d'un côté, José Touré de l'autre. Juste avant la pause, le Brésilien de Nantes marque les esprits. Un but d'anthologie, 2-1. En deuxième période, les jaunes et verts auront plusieurs fois l'occasion de creuser l'écart. Et contre toute attente, Paris inscrit 2 buts. La fête est gâchée. Les lendemains sont funèbres. Un dimanche de novembre 1984, sur la voie express Nantes-Saint-Nazaire, c'est l'accident. C'est à Doncor, le demi-frère de Marcel Desailly et Jean-Michel Labjoff perdent la vie. Sidi Kaba est estropié. La blessure est profonde, la douleur ne se refermera jamais. Le FC Nantes est en deuil. On a perdu 3 de nos meilleurs joueurs qui montaient à ce moment-là, lors d'un accident de voiture terrible, où le demi-frère de Marcel Desailly, c'est à Doncor, où Jean-Michel Labjoff et où Sidi Kaba ont été tués, enfin 2 ont été tués, Sidi a été grièvement blessé et perdu pour le football, ont été tués dans un accident de voiture. Et ceux qui devaient être la colonne vertébrale de notre équipe 85-90, elle est partie. Une autre disparition moins tragique bouleverse la vie du FC Nantes. En 1986 et après 17 ans de présidence, Louis Fontenot s'en va. Discret et efficace, le club est devenu sous sa direction familiale. À 80 ans, il décide de passer à autre chose. Un an auparavant, les derniers espoirs du club d'être champion s'envolent. En 1985, Nantes termine finalement 2e. La saison suivante, les jaunes et verts sont encore 2e derrière le Paris Saint-Germain. Fin d'une époque dorée, début des contrariétés. Les résultats sont médiocres, le club perd ses meilleurs joueurs. En 1983, Thierry Cussot avait donné le coup d'envoi de cet exode. L'argent ne fait pas toujours le bonheur. Changement de joueur donc, de président, arrivé en 1986 de Max Bouillet, et bientôt d'entraîneur. Miroslav Blažević succède à Jean-Claude Suodo, de retour à la formation. La Beaujoire vit tout de même de belles soirées. Le Marseille de Jean-Pierre Papin est étrié, 5-0. Nantes est 10e du championnat, après un parcours très moyen. Ça a été important pour moi au niveau de ma formation, de commencer aussi en tant que professionnel et de m'imposer à Nantes. Mais bon, c'est vrai que le fait de ne pas être au bout à la gagne, de jouer, perdre, gagner, ça ne changeait pas trop notre vie. C'est vrai que ça me gênait particulièrement. J'ai eu l'opportunité de partir à Marseille après et c'était important pour moi. Mais bon, j'ai de très bons souvenirs, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sportif et au niveau humain aussi. J'ai rencontré des personnes qui m'ont apporté énormément de choses, qui m'ont fabriqué, si je puis utiliser cette expression. Donc ça reste, et si j'en suis arrivé où j'en suis arrivé en tant que joueur, je sais que je le dois beaucoup à tout ce qu'on a pu me donner à Nantes. Pendant cette période, les satisfactions au niveau européen ne sont pas légion. En 1986, les Nantais atteignent tout de même les quarts de finale après avoir éliminé le Spartak Moscou.
Nouvelle confrontation avec l'Inter Milan après l'élimination 5 ans plus tôt en Coupe d'Europe des clubs champions. Au match aller, les Italiens s'imposent 3-0, score lourd et sans appel. Mais à la Beaujoire, les joueurs de Jean-Claude Suodo vont faire douter cette équipe. Ils mènent 3-1 à la mi-temps. Début signé Derzakarian, Ali Lozic et bientôt Yvon Leroux. Le Breton, sur une frappe lointaine, reprend le ballon de la tête. Tous les espoirs leur sont encore permis. En deuxième période, les Nantais sont touchés de plein fouet. José Touré s'écroule. Déjà blessé en première mi-temps sur un tacle par derrière de Beppe Baresi, les ligaments de son genou gauche cèdent. Le Brésilien ne danse plus, il boite. C'est son dernier match sous les couleurs nantaises. Il ne disputera même pas la Coupe du Monde au Mexique. Et le cauchemar continue avec l'expulsion de Derzakarian. Les Italiens pourrissent le match entre 2 simulations et 3 mauvais gestes. Ils reviennent au score, 3 partout à la fin du match. En ce 19 mars 1986, Nantes est passé tout près d'un grand exploit. En 16e de finale de cette même compétition, ils ont affronté le Partizan de Belgrade. Une partition bien récitée, une symphonie achevée. Sans doute l'une des plus belles prestations nantaises en Coupe d'Europe. Après un résultat nul, 1-1 au match aller, ils prennent ce rendez-vous très au sérieux. Un stage au Croisic leur fait le plus grand bien. Sur le terrain, ils sont aux 80. L'équipe yougoslave, pourtant invaincue depuis 18 matchs, est prise dans la tempête. Les 2 premiers buts sont marqués par Buruchaga et Loïc Anis. Le 3e but est un chef-d'œuvre de Vincent Brasigliano. Parti de sa propre moitié de terrain, il passe, comme dans un tourbillon, tous ses adversaires. Un vrai régal. Victoire finale 4-0. C'est la période où effectivement Nantes commençait à perdre des joueurs. Les 3 joueurs qui partent, c'est Bibar, Bossis, Poulain. Deuxième année, donc où je suis ici, on repère 3 joueurs. William Ayache, Ali Lozic, José Touré. On commence à être 6 joueurs de l'extérieur, titulaires, et plus que 5 joueurs nantais. L'année d'après, on continue ce processus, c'est-à-dire qu'on continue à faire venir des joueurs de l'extérieur. Et là, on se retrouve à 9, voire 10 joueurs de l'extérieur, sur un jeu qu'on appelle toujours le jeu à la nantaise, mais il y a quelque chose qui ne fonctionnait plus. À cette époque, un joueur choisit pourtant de faire le chemin inverse. Maxime Bossis revient à 35 ans dans son club de toujours, histoire de boucler la boucle. Le FC Nantes est au plus mal, ce qui n'empêche pas le Grand Max de rechausser les crampons. Quand je suis revenu à Nantes en 90, saison 90-91, le club avait perdu ses repères. Les entraîneurs n'étaient plus les mêmes. On avait fait appel à pas mal de joueurs de l'étranger qui n'étaient pas tous d'un niveau exceptionnel. Et donc très très vite, le club est revenu à ce qui a toujours fait sa force, la formation et puis les joueurs made in Nantes avec la culture FC Nantes. Et je pense que le club s'en est écarté un peu trop longtemps pendant 4 ou 5 ans. Un retour pour un départ. À 23 ans, Marcel Desailly s'en va après avoir joué 6 ans en première division sous le maillot nantais. Et comme Didier Deschamps quelques années plus tôt, il prend la route, direction Marseille. Pas facile de succéder à Louis Fontenot. Le 14 décembre 1986, Max Bouillet devient le nouveau président. Ambitieux et volontaire, il conduit pourtant le club dans l'impasse. En 1992, ce dernier est même relégué par la DNCG. Le FC Nantes est réintégré le 23 juin en première division, mais sans Max Bouillet, parti. Le club était en danger, c'est clair.
La situation financière était telle que accepter la sanction de la Ligue d'une descente en D2, c'était le condamner. Il ne pouvait plus s'en sortir. Et donc il était en danger de mort. Ça c'est clair. Pas sportivement, hein, mais économiquement, oui. L'époque trouble de ce club, où ça a été extrêmement délicat, c'est parce que le club en lui-même a chancelé terriblement, puisqu'on était dépôt de bilan. On était mal. Là, j'ai un souvenir où on part en stage, il n'y a plus de président. On part en stage, on n'arrive même plus à payer notre Vitel, les bouteilles Vitel, donc on s'en va en stage à fond remue, comme d'habitude, et puis il y a plein de gars qui s'interrogent quand même. Est-ce qu'on y va parce que est-ce que ça vaut le coup ou est-ce qu'on va se retrouver demain? Voilà, on a vécu cette période-là. Et donc, tu repars. Et cette nouvelle équipe repart avec Jean-Claude Ciodo. Elle retrouve ses valeurs, sa culture du jeu. Le club s'appuie de nouveau sur un centre de formation. En cette saison 92-93, l'OM, champion en titre depuis 4 ans, est surpris à domicile par cette jeune équipe nantaise. Le but est signé de leur grand frère à tous, Japhet Endoram. Une génération exceptionnelle est en train de naître. Ils s'appellent Loco, Wedek, 42, Pedros et les autres. Cinquième la saison passée, les Nantais vont confirmer leur statut d'équipe en devenir. Désormais, ils sont pris au sérieux. Les joueurs acquièrent un peu plus d'expérience, mais cette équipe reste imprévisible. En cette saison 93-94, une équipe domine le championnat, le Paris Saint-Germain. Les Parisiens vont connaître leur plus lourde défaite de la saison à la Beaujoire, 3-0, incapables d'endiguer la vague jaune. Loco, Pedros et Wedek, qui finira meilleur buteur du championnat, marquent ce soir-là tout un symbole. Je crois qu'on se connaissait tellement bien, c'est Jean-Claude Ciodo qui disait toujours on vient à l'entraînement pour mieux se connaître, mais il y avait vraiment une connaissance du partenaire, une connaissance des partenaires à l'intérieur de cette équipe, et bon, et évidemment beaucoup aussi de plaisir à jouer ensemble, beaucoup de talent, évidemment. Ce qui faisait qu'on avait gagné les matchs presque avant. Je crois que rien que le fait d'arriver sur le terrain, on faisait tellement peur à l'adversaire que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on sentait bien les équipes très très fébriles à l'idée de nous rencontrer. Et à partir de là, il suffisait juste d'enclencher la marche avant pour gagner les matchs.
prend toujours en exemple le fameux but de Patrice Loco contre le PSG, où ça part d'une touche de Benoît Coé pour une remise de Reynald Pedros, enfin un 1-2 en l'air avec Patrice qui finit donc en volée dans le but de Bernard Lama. Mais encore une fois, ça c'était pas le hasard, c'était un peu le fruit du travail de ce qu'on pouvait faire avec Jean-Claude Ciodo dans l'intérieur de la fosse ici à la Jonelière qui faisait qu'à un moment on arrivait à marquer des buts comme ça. Champion, et de quelle manière? 10 points d'avance au classement, 71 buts marqués, une seule défaite, une saison de rêve et de fête. Un football total. Giroud parle de Dream Team pour Safet Suzik, l'entraîneur cannois. Nantes est l'équipe qui joue le mieux en Europe. Les compliments pleuvent et même le ministre de la Santé, Elisabeth Hubert, est pris dans la tempête. Rien ni personne ne résiste à ces joueurs. Au creux de la vague il y a encore 3 ans, le bateau nantais est de nouveau à flot, solidement amarré. C'est vraiment l'équipe qui était la moins capable, qui avait la moins bonne aptitude à faire ce qu'ils font aujourd'hui, les grandes équipes et les moins bonnes, c'est-à-dire garder le ballon, mais alors on a adapté un jeu différent. J'ai dit il faut qu'on fasse comme ça, parce qu'un entraîneur c'est ça, il faut qu'il s'adapte en permanence. Et avec les éléments que j'avais, j'ai dit bon, on ne sera jamais rationnel avec ce type de Lascar, en commençant par Carême 2. Donc, ça va être irrationnel notre jeu, mais sans qu'on se casse la gueule quand même. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you and you alone. Cette reprise des Platters, c'est la chanson préférée de Jean-Claude Ciodo, surpris une nouvelle fois par ses joueurs, mais cette fois dans un studio d'enregistrement. Là, tu dois les avoir là, oh là comme ça. On a mis en place ce jeu-là parce que j'ai jamais vu des joueurs aussi explosifs. Attention, attention les yeux, c'est que ça pétait. Et au lieu d'en faire 10 passes, on en faisait 3, 4, mais pas n'importe lesquels. La saison suivante, Loco et Carambeu s'en vont, mais l'unité du groupe est préservée. La preuve, l'équipe atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, avec en prime une victoire sur la Juventus 3-2, futur vainqueur de l'épreuve. Je crois que ça a été le moteur de ma vie. Je crois que tout le monde sait que je garde énormément d'estime pour ce club, pour cette ville. Ça reste quand même ancré en moi, quoi, le FC Nantes. En 96-97, Wedek et Pedros quittent le navire, d'autres joueurs émergent. Lors de la 10e journée, Nantes est relégable. Un jeune gardien fait ses débuts à Furiani, il n'a que 17 ans. C'était Lubomir Moravci qui avait tiré, et obligatoirement je m'en souviendrai tout le temps, et tous les gens ont été marqués par ça aussi, et j'en entends souvent parler. Et quelque part c'est le début d'une grande histoire, quoi. J'ai toujours senti mes partenaires ayant une grande confiance en moi, et c'est vrai que depuis quelques mois à l'entraînement ça se passait super bien. Mon adaptation, j'étais un petit peu le chouchou de l'équipe, j'allais de groupe en groupe parce qu'à l'intérieur d'une équipe il y a toujours des affinités entre certains et d'autres. Moi j'étais nulle part, j'étais partout, et j'étais leur petit frère en fait, et c'était une année incroyable. C'est le début d'une formidable aventure, symbolisée par cette première victoire de la saison contre Nice, 7-0. Le club azuréen subit la plus grosse défaite de son histoire en championnat, une véritable gifle. Pendant cette période, Nantes reste invaincue pendant 30 matchs. L'équipe passe de la 18e à la 3e place au classement, à 3 points seulement de la Ligue des Champions.
Ce joueur est dans tous les bons coups. Il s'appelle Japhet Endoram. Le Tchadien inscrit 21 buts, une technique rare, une élégance de tous les instants. Endoram et Makelele partis, cette saison 97-98 est une année de transition avec à sa tête un nouvel entraîneur, Reynald de Nouex. Les Nantais se consolent comme ils peuvent, ils terminent 11e du championnat. Au stade Félix Bollaert, ils accrochent le futur champion de France Lens, 0-0, malgré les efforts d'un ancien Nantais, Stéphane Ziani. Son but sera même refusé. Envie de montrer un beau visage face à son club de toujours. C'était le club qui m'avait formé, j'avais envie, et puis c'était surtout important pour la course au titre de remporter à chaque fois ces matchs-là. C'est ce qu'on n'avait pas réussi à faire, mais on avait été champion quand même, et puis voilà quoi. Lors des matchs retour, le 10 janvier 1998, les Nantais arrachent une précieuse victoire face aux nordistes, 1-0. C'est l'éclosion d'une nouvelle génération emmenée par Éric Carrière, un joueur qui ressemble étrangement à Ziani. Les deux hommes se retrouveront sous le même maillot quelques années plus tard pour le plus grand bien du FCNA. C'est vrai qu'au tout départ, j'étais resté un peu sur un goût d'inachevé à Nantes. C'était le club de mon cœur, comme je l'ai dit, et je le répète. J'avais à cœur de prouver tout au long de ma carrière que je méritais d'être ici dans mon club. Et donc c'était important pour moi de finir ici en beauté. En fin de saison suivante, les Nantais prennent la direction de Clairefontaine. Et comme 20 ans auparavant, ils retrouvent une équipe de 2e division, Sedan. Peut-être un signe du destin. Un an après l'équipe de France, ils disputent leur finale. Alors dis-moi, c'était la chambre de qui ici? Je crois que c'est Zidane du Dugarry. C'est ça, non? Ouais, c'est ça. Mais je sais pas quel dit à Zidane et quel dit à Dugarry. Peu importe de toute façon. Une. Le temps de fêter l'anniversaire de leur capitaine, on n'a pas tous les jours 20 ans, et le lendemain, ils sont au Stade de France. Pour y arriver, leur parcours a été semé d'embûches. Des qualifications à Metz et au Paris Saint-Germain, des victoires à domicile contre Guingamp et Nîmes. Sedan est un obstacle de plus. Attention à ne pas trébucher. À la mi-temps, le score est de 0-0. C'est dit par rapport à leur fatigue. Bon, aujourd'hui, ça ne semble pas une équipe qui a la super fraîcheur. Donc il y a des coups d'accélérateur qu'on doit mettre. Et c'est sûr que le match il sera plus sur des coups d'accélérateur. Comme ils sont positionnés, alors il faut qu'ils soient francs, qu'ils soient nets. Et retour, on va les faire, on les a les cas, les mecs. Vous préoccupez pas, vous préoccupez pas. Comme vous dites, lâchez-vous, libérez-vous, les retours on va les faire. Sans problème, on va se les faire. On va se les faire. Allez, on reste très bien organisé par rapport à la pluie. Allez, allez! 7e du championnat, les Canaries ne sont pas encore européens. La victoire est donc impérative. Tendu, accroché, le match se débloque sur un coup du sort, un pénalty accordé.
Grâce à son meilleur buteur en championnat, Olivier Monterrubio, Nantes prend son envol 1-0. Un but libérateur, un avantage décisif. C'est la deuxième Coupe de France de l'histoire du club. Surprenant, pas vraiment. Cette équipe est déroutante et ce n'est qu'un début. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back. Voilà, rangez pas souvent. I should have made you leave your key. If I'd known for just 1 second, you'd be back to bother me. Lord, now go, walk down the door. La saison qui débute est celle de tous les dangers. Trop confiant peut-être, et après un bon début de championnat, les Nantais ne passent pas l'automne, 6 défaites d'affilée et une 17e place au classement. Trop inconstants, ils réagissent par à-coups. C'est le cas ce 15 février 2000. Ce soir-là, Lyon n'est pas à la fête, l'OL va même prendre une correction. Au total, 6-1 et des buts incroyables. Sur son terrain, Nantes sera souvent en difficulté, concédant 6 défaites. Et à 2 journées de la fin, le FC Sénat est en 2e division. Pour la première fois depuis 1963, le club est en danger. Le dernier match, au stade Jules Deschazeaux au Havre, est décisif. On avait une moyenne d'âge assez jeune. Donc on se disait avant le match qu'on n'aimerait pas avoir nos noms dans les annales du club en disant c'est cette équipe-là qui a fait descendre le club, quoi. Donc on avait une pression pas possible, on n'avait jamais connu ça, pratiquement tous. Donc pendant la semaine, c'était une semaine la plus difficile je pense, de tout le monde, quoi. Et il fallait se mettre dedans et heureusement qu'on est passé, mais juste. Comme je lui mets, sans le vouloir, un peu d'effet, elle revient et elle tape le poteau rentrant. Donc c'était vraiment une réussite pas possible. Quelques jours auparavant, ils disputent leur 2e finale de Coupe de France d'affilée contre Calais. Vainqueurs en demi-finale de Monaco au stade Louis II, les Nantais se méfient de cette équipe amateur. Calais, euphorique, marque même le premier but. La belle histoire continue pour les joueurs de Ladislas Lozano, bourreau au tour précédent de Lille, Strasbourg et Bordeaux en demi-finale. Pas facile de lutter contre ces petits poussets. En 2e période, Nantes réagit grâce à son meneur de jeu. Absent lors de la finale l'an passé, Sibierski prend sa revanche et ce n'est pas fini. Dans les dernières secondes, le FC Sénat obtient un pénalty justifié. Score final 2-1, il était temps. En moins d'une semaine, cette équipe remporte sa 3e finale de Coupe de France avant de se sauver en championnat. Denouex n'est pas au bout de ses surprises. Beaucoup de souvenirs avec Nantes parce qu'en 4 ans que je suis là-bas, on a gagné chaque année quelque chose. On a eu la 2 Coupes de France, un championnat, un trophée de champion, 2 trophées de champion. Donc bon, ça va rester dans ma mémoire beaucoup de temps. Comment entrer dans le nouveau siècle tout en gardant ses idées ?
Le début du championnat est plutôt laborieux. Les Nantais se retrouvent même à la 15e place, mais loin d'être traumatisés par le maintien obtenu in extremis l'an passé, ils sont galvanisés. Résultat, dès la 14e journée, ils sont dans les 5 premiers, ils ne sortiront plus du groupe de tête. Le jeu à la nantaise est là, et bien là. Ce but face à l'OM est une merveille. Vitesse et précision, tous les jaunes sont en mouvement, comme à l'entraînement. Dans le groupe, 19 joueurs sur 25 sont issus du centre de formation. La Jonelière fait toujours recette. L'équipe fait son petit bonhomme de chemin, atteignant même les demi-finales en Coupe de la Ligue et en Coupe de France. Entré en jeu à quelques minutes de la fin, Viorel Moldovan, pour son premier match sous les couleurs nantaises, inscrit son premier but en première division. En championnat, le sprint est lancé. 8 victoires sur les 8 derniers matchs et Nantes gagne son 8e titre de champion. Peut-être le plus inattendu, mais pas le moins glorieux. Et comme un symbole, le jour de ses 21 ans, Vairua donne la victoire au FCNA 1-0 face à Saint-Étienne. C'est vrai que gagner le titre après une année où on a failli descendre, ça peut paraître quelque chose de farfelu, mais c'est un joli pied de nez, je trouve. Parce que si vous prenez la première année où on est monté en première division, et là on remonte donc en 63-64, nous sortions de seconde division, on devient champion, et là on frôle la seconde division et on devient champion. Ça prouve quand même que, indépendamment de tout, les grandes idées qui font jouer nos équipes, les grands joueurs qui animent nos équipes sont dans le vrai pour l'obtention de résultats. Après, pour aller plus loin, il y a un autre stade à franchir que pour le moment on n'a pas franchi. Dans 100 ans, le FCNA, s'il n'oublie pas son jeu, s'il n'oublie pas sa culture du jeu à la nantaise, dans 100 ans, ils seront toujours en première division. Le gros risque, il est là. Le gros risque, il est là, il est que sous prétexte que pendant une période, on n'est pas les joueurs capables de pratiquer ce jeu au plus haut niveau, et que donc on se retrouve en milieu de classement, par exemple, pendant 3-4 saisons de suite, il faut changer. Il faut faire venir Blažević. Encore un mauvais début de championnat pour les tenants du titre. Il faut attendre la 12e journée pour voir le FCNA gagner son premier match, un succès à Sochaux 1-0. Dans le même temps, en Ligue des Champions, Nantes est le seul club français à atteindre le 2e tour, premier de son groupe devant Galatasaray, Eindhoven et la Lazio. Nous, on est la génération des paradoxes. Une génération où à la fois on survole pas mais on gagne, à la fois on joue le maintien mais on est le seul club français depuis 4 ans à être au 2e tour de la Ligue des Champions. À la fois on joue le maintien, on gagne le championnat un an après. Et l'année de champion, on perd 5-0 à domicile contre Bordeaux et on est champion de France à l'arrivée. Nantes, en général, quand Nantes était champion, c'est parce qu'ils survolaient de A à Z la compétition. Je me souviens de 95 où ils n'ont qu'une défaite. Nous, on est la génération, finalement, peut-être où on a individuellement, collectivement, on marque le moins, mais où on gagne le plus. Dernier du classement avant de recevoir 3, les Nantais sont aussi relégables depuis la première journée du championnat. À quelques jours des fêtes, le Père Noël s'appelle Viorel Moldovan. Un but et une victoire vitale 1-0. Les joueurs gagnent 3 points, mais perdent leur entraîneur. Arrivé en 1966, une page du club se tourne, Denouex s'en va, la tête haute. Quand je suis arrivé au club et quand je l'ai quitté, il y a des gens qui y étaient. Quand je suis arrivé, il y a des gens qui y étaient quand je l'ai quitté. Donc 35 ans de vie commune, je crois qu'on peut parler de famille. Et pour moi, par rapport
À la quantité, puisque l'on peut parler de quantité en termes d'années, oui, pour moi c'est ma famille, je peux dire que c'est ma vie. Je ne reconnaîtrais pas une autre période aussi longue ailleurs, donc pour moi c'est mon club, c'est ma vie. Ancien joueur du club, Ángel Marcos lui succède. Les Nantais amorcent alors leur remontée au classement. Lors des seuls matchs retour, ils font même partie des 3 meilleures équipes du championnat. Mais pour la première fois depuis 4 ans, ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe. Au final, le FC Sénat se classe 10e. Lors de la dernière journée, le 4 mai 2002, ils arrachent dans les arrêts de jeu une victoire de plus contre Bordeaux, 2-1. Histoire de finir la saison sur une bonne note. Nous, on est convaincus qu'il faut bien jouer au football. Parce que si nous, on ne joue pas bien au football, on ne peut pas gagner à la longue. Nous, c'est notre façon de faire. Simplement, de temps en temps, quand on ne peut pas parce qu'on n'est pas bien, parce que les autres ils ont pris la façon de faire, parce qu'ils nous balancent des ballons, parce qu'ils nous coupent les actions, parce qu'ils se mettent à 10 derrière, il faut trouver d'autres armes. Ou alors il suffit quoi, on va se mettre autour d'une table de café et critiquer ça. En perdant, évidemment. Non, je dis qu'il faut évoluer comme chaque équipe de Nantes, il a évolué dans chaque décade pour être champion dans toutes les décades. Il y a vraiment une fidélité de toute la ville et de tous les environs autour du football canadien. Il y a une vraie fusion. Et donc c'est une responsabilité primordiale de le mener à bien et de mener la mission à bien, de le faire perdurer le club et puis de lui faire avoir des bons résultats. C'est capital dans notre région et dans notre ville. En 40 ans d'histoire, le FC Nantes n'est donc jamais descendu en seconde division. Un exploit unique dans les annales du football. En préservant ses acquis, ses principes et ses hommes, le club est resté maître de son destin. José Arribas et tous les autres, partis vers d'autres cieux, doivent être fiers de leur équipe. Tout comme Jean Clairefeuille, 94 ans, et une santé de jeune homme. L'ancien président est toujours aussi exigeant, et une dernière victoire en forme d'apothéose lui ferait plaisir. On a beau me dire ça peut durer des années, moi je dis je suis pas pressé. Moi. Je souhaite qu'avant ma mort il soit champion d'Europe. Je l'ai dit tout à l'heure au président. Je dis voilà ce que je souhaite. Alors il faut y arriver. Pourquoi pas? C'est un challenge que je voudrais bien avoir moi. C'est pas plus difficile qu'autre chose.